condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Maintenant qu'il a de l'encre et du papier, le condamné se pose la première question de l'écrivain. Pourquoi écrire ? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Mais il songe aussi que son témoignage pourrait être lu par d'autres, et notamment par les juges. N'y aura-t-il pas, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence ? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute qu'il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Pour faire reculer l'ignorance, le scientifique doit regarder de près la réalité, il fait une autopsie. Mais la peine de mort, par son sensationnalisme et son instantanéité, nous focalise sur la souffrance physique. Elle cache l'avant et l'après. Avant, c'est la souffrance morale, et après, c'est aussi une interrogation importante aux yeux de Victor Hugo. Nul ne sait si l'âme existe, et ce qu'elle devient après la mort. La peine de mort nie à la fois l'intelligence humaine et la spiritualité. Dans ce chapitre, comme nous voyons tous, il s'agit bien d'un monologue interne. Donc le narrateur parle à lui-même. Alors ici, le narrateur a décidé d'écrire apparemment pour 2 raisons. D'abord, pour oublier ses souffrances et ses angoisses, et surtout pour communiquer ses malheurs aux autres. Et en plus de cela, il écrit pour convaincre les décideurs d'abolir la peine de mort. Il essaie de persuader et convaincre les responsables et les juges surtout d'abolir la peine de mort. Alors, le narrateur veut écrire le journal de ses souffrances, donc effectivement, il y a une ressemblance entre ses écritures et le journal et le journal, parce qu'il y a les actions en ordre chronologique. Donc, on a dit que le narrateur veut écrire le journal de ses souffrances dans le but de faire savoir à ceux qui condamnent que la peine de mort est un châtiment extrêmement dur. Alors, dans ce chapitre, il y a 2 voix. La voix du narrateur qui cherche la clémence et la voix de Victor Hugo qui fait un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Et donc ce chapitre est une mise en abîme de tout le roman qui lui-même constitue une demande pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est la thèse justement de cette œuvre, le dernier jour d'un condamné. Alors nous avons ici la focalisation interne, registre lyrique et polémique, puisqu'il essaye de convaincre. Et nous avons plusieurs figures de style, comme par exemple, dans la première paragraphe, pris entre 4 murailles de pierre, qui est hyperbole.
Alors, toujours dans le premier paragraphe, sans liberté pour mes pas, sans raison pour mes yeux. Nous avons parallélisme. Toujours le premier paragraphe, seul à seul avec une idée. Là, nous avons l'allégorie. Dans le deuxième paragraphe, nous avons n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie, gradation. Et aussi dans le troisième paragraphe, antithèse, il me sera physiquement impossible de continuer cette histoire nécessairement inachevée, donc continuer et inachevé, antithèse. Pourquoi n'essaierai-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Si abrégé que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront. De quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Et les peindre m'en distraira. Et puis ce que j'écrirai un jour ne sera peut-être pas inutile. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque fois de jeter une tête qui pense. Une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue. Ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. الراوي يناجي نفسه داخليا مونولوج interne. السجين أو الراوي يكشف قراره فيما يتعلق الأسباب التي تدفعه الكتابة. أولا لنفسه، لأن الكاتب يعتبر الكتابة وسيلة للنسيان القلق الناتج عن فكرة الإعدام، ثم أنها وسيلة لإقناع المسؤولين التخلي على إصدار الحكم الإعدام. خصوصا هنا نتكلم على القضاة، لأن العذاب النفسي والمعنوي والجسدي يصعب على الإنسان تحمله. إذن بطريقة أو بأخرى الكتابة تساهم بإلغاء عقوبة الإعدام عن طريق التجربة القاسية التي يعيشها السجين في سجن بيسيتر بفرنسا. الكاتب كيستعمل تقنية المونولوج انترن، يعني يتكلم مع نفسه عن غرار الأجزاء الماضية التي كان فيها تقنية الرجوع إلى الوراء، وكذلك ريفليكسيون انترن، يعني حوار مع الذات. هنا الكاتب يستعمل تعابير مجازية كثيرة، ومنها الجراداسيون، يعني التعابير المتصاعدة. عندنا كذلك انتيتيز، تضاد. عندنا كذلك ميتافور، تشابه بدون أداة الشبه. عندنا كذلك إيبربول التي هي l'exagération، بمعنى المبالغة في التعبير. وكل هذه التعابير المجازية عندها هدف واحد، ألا وهو تقريب القارئ من الوضعية التي يعيش فيها السجين، التي هي وضعية صعبة جدا جدا، والإنسان لا يستحمل أن
يعيش مع فكرة الإعدام لمدة 6 أسابيع. إذن هنا صعوبة نفسية وكذلك جسدية، وهذا الموضوع أثر كثيرا في نفسية الكاتب فيكتور هوغو.